bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de retrouver un auteur chez Asphalt, puisqu'on a déjà reçu quelques-uns. Et cela, pour le coup, c'est encore une réussite avec Antoine Filias pour Plexiglas, qui est sorti récemment pour la rentrée littéraire aux éditions Asphalt. Et on a la chance d'avoir les deux éditrices, Claire Vivier et Estelle Durand, qui dirigent les éditions Asphalt, qui vont d'abord nous expliquer comment, tout simplement, comment elles ont découvert Antoine Filias, qui est déjà à son troisième roman, on en parlera après, dont un roman en collaboration avec Alice Zeniter. Mais j'aimerais que vous nous parliez toutes les deux, ou Estelle plus particulièrement en tout cas, mais que vous nous parliez de cette rencontre avec Antoine Filias, avec ce manuscrit, avec son histoire peut-être aussi personnelle. Comment vous avez choisi d'éditer ce roman-là chez Asphalt? Alors, bonsoir tout le monde. L'histoire de la rencontre avec Antoine, c'est un peu une histoire dont tous les éditeurs rêvent, c'est-à-dire que on ne se connaissait pas avant. Antoine nous a envoyé son manuscrit par la poste numérique. Et voilà, en fait, c'est l'histoire d'une rencontre avec le texte, tout d'abord. Alors, vous l'avez vécu si vous avez lu le livre, c'est qu'on ouvre ce manuscrit et on est tout de suite avec Elliot qui arrive au carrefour de Cholet et qui nous prend par la main. Et j'ai été prise par la main par ce personnage. Et alors, c'est un peu galvaudé aujourd'hui cette expression, mais il s'agit d'un coup de cœur euh, total, entier et sans ambiguïté, du début à la fin pour ce texte. Claire, qui l'a lu ensuite, a également été touchée à ce point. Ça arrive pas souvent dans la vie d'éditeur, d'éditrice, comment dire, d'être conquis à 100% tout de suite. Donc à ce moment-là, évidemment, on ne se pose plus de questions et ce qui nous taraude, c'est de rencontrer l'auteur. Petit détail, c'est qu'en fait, bon, il se trouve que j'ai la mémoire des noms et quand j'ai vu le nom d'Antoine dans la boîte mail qui récolte tous nos manuscrits, je me suis dit que en fait, il nous avait déjà envoyé un texte il y a plusieurs années. Ça n'avait pas abouti, hein, Antoine, c'était un texte de jeunesse parce que tu es toujours très jeune, donc à l'époque tu étais très très jeune. Mais voilà, en fait, son nom m'a dit quelque chose, et puis ensuite tout s'est goupillé par la magie du texte. Voilà, ça paraît banal de dire ça, mais c'est vrai, et c'est rare. Et ça veut donc dire, Antoine, que vous aviez repéré la maison d'édition déjà il y a aussi quelques années. Pour quelle raison? Repérer, ça sera un bien grand mot. Je faisais comme beaucoup de jeunes auteurs, je lançais beaucoup de cailloux et j'attendais qu'ils retombent. Et donc, je crois bien que tout bêtement, je vous ai repéré parce que vous faisiez partie des maisons d'édition qui acceptent les envois par mail. Ouais. Je vous le dis honnêtement. Mais ça, c'était il y a ouais, 2015, 2016. Là, pour Plexiglas, j'avais repéré les romans en librairie, les sujets des romans, euh, je perds évidemment le nom de quelqu'un d'ailleurs que vous avez vu dans l'émission. Timothée de Timothée. Molière. Timothée, oui. J'allais, Euh, Timothée, c'est ça? c'est Timothée, oui, oui. Oui. Et voilà. Et évidemment, à la lecture de votre roman, on pense à Timothée, forcément, notamment par rapport au rythme aussi, par rapport au sujet. Et Estelle et Claire repèrent aussi ce genre d'auteur qui parle comment dire, de ceux qu'on ne voit pas, des invisibles. Est-ce que c'est aussi une volonté pour vous, Estelle et Claire, de vous attacher à ces thématiques-là? Parce que c'est vrai qu'il y a des liens clairs et évidents entre vos auteurs, et notamment entre Timothée et Antoine. Moi, je dirais qu'effectivement, c'est dans la ligne de la maison, il y avait ce côté urbain qui était assez fort. Et en fait, c'est en partant de la ville, du côté urbain, qu'on s'est retrouvé à voir justement ces liens entre plusieurs de nos auteurs. Effectivement, quand on parle de la ville, on va parler aussi des zones qui sont un peu en marge, des communautés qui peuvent s'y former. Et du coup, c'est ce qui peut rapprocher en partie les textes, notamment Jusqu'à la bête de Timothée et Plexiglas. C'est que, en plus, il y a une communauté, enfin un peu de région, on est dans la Maine-et-Loire dans les deux cas. On va s'attacher à des personnages qui sont pas des classes supérieures de la société, concrètement, dans leur quotidien, dans les relations qu'ils ont au monde, dans les relations qu'ils ont avec leurs collègues, avec leur famille.
Donc on a ce côté presque naturaliste, je dirais, mais aussi une grande différence entre les deux auteurs, c'est la tonalité des textes, où effectivement dans Plexiglas, on passe d'un personnage à l'autre, on a une espèce de joie en fait, on a une espèce de légèreté qui est présente, notamment dans la manière de l'écriture, qui est très forte et qui est peut-être moins présente chez Timothée. Et aussi, comme tu l'as souligné, la musicalité en fait de leurs deux plumes, leur côté très rythmé. Je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup attiré notre attention avec Estelle. C'est à la lecture de ce texte, on a envie de le lire à voix haute en fait. Il y a vraiment beaucoup de passages comme ça qui fonctionnent très bien, qui roulent sous la langue, et c'est quelque chose qui nous a aussi beaucoup attiré dans ce texte. Moi, je confirme juste que, enfin, en lisant récemment, j'ai été voir Estelle et Claire récemment qui m'ont offert Barcelone Noire dans une collection que vous sortez, Nouvelle Noire. C'est ça le titre de la collection? Je ne sais plus. Ouais, Euh, Ville Noire, ouais. Ville Noire. qui sont de Ville Noire, qui sont donc des recueils. Là, notamment, on est à Barcelone, des recueils de nouvelles, notamment de Noir. Et ce que j'aime, c'est que moi, j'ai vraiment une envie de cartographier des villes peu présentes en littérature. Et même quand il s'agit de villes qui le sont, Barcelone notamment, et vous avez aussi fait Marseille, je crois, et d'autres, Mhm. et ben, je retrouve dans l'exploration d'une ville des zones qui sont pas ultra touristiques, qui sont pas présentes en littérature et je retrouve beaucoup. Donc, le match me semble évident quand je lis aussi, quand je continue à lire ce que sort Asphalt. Alors, j'aimerais que vous nous parliez de vous, Antoine, puisque c'est un troisième roman après Home Sweet Home qui est donc sorti à l'École des loisirs, donc partie jeunesse, et Stéréo chez les Équateurs. Aujourd'hui, c'est Plexiglas avec, pour le coup, une autre crise, puisque dans Home Sweet Home, vous parliez de la crise des subprimes en 2008 à Cleveland. Là, aujourd'hui, avec Plexiglas, c'est la crise du Covid en filigrane, on va dire, en toile de fond. Est-ce qu'il faut forcément une crise pour qu'Antoine Filias écrive? Non, non, je pense pas. Ce qui peut relier en tout cas Home Sweet Home et que j'ai coécrit avec Alice Zeniter aussi, je le précise. Euh, Ce qui relie Home Sweet Home à Plexiglas, c'est de m'intéresser à des prolétaires, je pense. Alors, les prolétaires de Cleveland aux États-Unis sont pas les mêmes qu'à Cholet, évidemment, mais ils sont tous pris ils sont tous pris dans la lutte des classes. C'est clair que la crise financière et la crise du Covid, c'est deux moments très structurant depuis le début du siècle dans le libéralisme. C'était intéressant avec Home Sweet Home de le raconter du point de vue de jeunes, d'adolescents, qui sont encore plus pris dans la machine. Et puis là, de le faire avec des gens que je connais un peu mieux, qui sont de Cholet. D'ailleurs, quand on écrivait sur Cleveland avec Alice, on avait plus de travail de recherche, puisqu'on n'a jamais mis les pieds à Cleveland. Moi, j'ai jamais traversé l'Atlantique. Par contre, pour Cholet, bah, voilà, j'y suis né, j'y ai grandi, donc c'était plus évident. Je me suis dit pourquoi aller chercher aussi loin alors que j'ai matière aussi à écrire beaucoup plus près. Et entre les deux, il y a eu Stéréo qui parle pas d'une crise en particulier, mais qui s'intéresse quand même à deux personnages. C'est aussi deux personnages, sauf qu'il y a un personnage de Brestois qui vient d'un milieu prolétaire, fils de docker, et c'est une histoire d'amour et d'amitié avec une fille de La Rochelle qui a elle, des parents qui ont un milieu culturel et social plus élevé. Et ça crée des tensions, ça crée des conflits et ça crée une histoire. Et en plus, c'est un personnage qui lui aussi, le Brestois, qui lui aussi découvre sa sexualité et se retrouve. Ça se passe dans les années 90 et se retrouve par exemple au service militaire. Donc, toujours créer, toujours voir comment s'opèrent les luttes et puis faire de la sociologie, quoi. C'est ce qui m'intéresse aussi. Alors, j'aimerais que vous nous parliez de la confection de plexiglas parce qu'elle est particulière. J'ai cru comprendre que fin 2019, tout s'est décanté avec ce repas de Noël, ou en tout cas ce Noël à Cholet, et qu'ensuite, il y a eu une sorte de, peut-être de trou, en tout cas, où vous avez repris l'écriture dans cette résidence d'auteur à Fort-Calquier. Que s'est-il passé dans ces deux périodes et entre ces deux périodes? Eh bien, oui, c'est ça. J'ai commencé à développer l'idée du roman un peu avant. Enfin, je commençais déjà à me dire, à chaque fois que j'allais voir ma mère, parce que ma mère habite toujours à Cholet, à la Séguinière précisément, et à chaque fois que j'allais lui rendre visite, on passait par ces zones commerciales et par ces nationales que je prenais depuis toujours. Et des idées venaient, notamment j'ai l'idée en voyant Ça faisait des années qu'ils étaient en train de détruire des maisons qui sont juste accolées à Carrefour, juste accolées à la zone commerciale. Des maisons que j'ai toujours connues, dans un quartier qui n'était pas loin de celui de mes grands-parents, et tout était en train d'être détruit. Et je me dis, c'est quand même incroyable que des gens aient vécu avec une telle proximité
enfin, littéralement sur le parking de Castorama ou de Carrefour. Et je me suis dit, qui c'est qui vit là et qu'est-ce qui s'y passe? Et est-ce que je ferais pas d'abord un roman qui se passe juste dans une maison à côté? Et pourquoi pas faire carrément tout un roman qui se passe à Carrefour? J'ai fait beaucoup de recherches. À chaque fois que j'y allais, je prenais beaucoup de photos. Et je parlais à des gens surtout. Et puis voilà, du coup, je me suis dit, bon, bah, on va le faire, puis il me faut une structure. Alors, la structure, ça sera une année. Je vais aller d'une Saint-Sylvestre à une Saint-Sylvestre. Il se trouvait qu'on arrivait fin 2019. Donc, je me suis dit, bah, l'année, ce sera 2020, c'est bien. En plus, c'est le début des années 20, c'est le début d'une nouvelle décennie. Il y avait à l'époque aussi les premières manifs contre la réforme des retraites. On était encore, le mouvement des Gilets jaunes était encore assez proche. Et donc, je me disais, voilà. Par contre, évidemment, je ne pouvais pas anticiper que 2020, ça serait synonyme de plein d'autres choses, et notamment de la crise du Covid. Et ça a été un peu une surprise. Quand le premier confinement a eu lieu, j'avais déjà écrit les prémices enfin, la première version des 3 premiers chapitres. Et j'avais déjà prévu à peu près où je voulais en venir dans le reste du roman, même si je suivais l'actualité. Et là, l'actualité a été tellement forte que ça va presque même déstabiliser. Je pense que j'ai très peu écrit Plexiglas pendant le confinement. Bizarrement, c'est peut-être la période où j'ai le moins écrit. Euh, et je suis pas allé dans ma maison de campagne écrire un cahier de confinement, étant donné que j'étais dans un 20 mètres carrés, mais j'ai pas réussi à écrire. Et puis c'est revenu peu à peu. Je me suis même demandé si j'allais pas abandonner le truc parce que je me suis dit, voyant déjà en et mai 2020 la masse de bouquins sur le Covid, je me suis dit, je vais peut-être pas me lancer là-dedans, ça va intéresser personne, surtout qu'avec le rythme de l'édition, ça peut paraître dans 2, 3 ans, donc on va peut-être abandonner le truc ou alors remettre ça en 2019, je savais pas trop. Et finalement, j'ai eu l'envie, m'est repris, notamment durant l'été, parce que j'ai repassé du temps chez ma mère, j'ai vu aussi des situations auxquelles j'avais pas pensé. Et puis voilà, et puis après la vie fait moi j'ai un travail à côté, hein, j'ai repris le travail en tant que barman quand les bars ont réouvert, ça m'a laissé moins de temps aussi. Comme Et donc, Elliot. comme Elliot, exactement. Et voilà, et j'ai eu la chance de pouvoir être sélectionné pour une résidence d'écriture en 2021 à Fort-Calquier, et où j'ai passé un très beau moment pendant 2 mois à avoir vu sur les Alpes de Haute-Provence et les champs de lavande et tout ça, et à écrire sur le parking de Cholet, de Carrefour à Cholet. Donc c'était assez marrant. Puis c'est bien de résidence parce que j'ai pu le faire lire je travaillais aussi avec des scolaires, avec des collégiens, et on a pu échanger là-dessus, et c'était chouette. Donc voilà, et donc en fait, il y a eu ces 2 périodes d'écriture, juste avant le Covid, un an après, et puis après, évidemment, il y a le travail avec Estelle sur l'édition. Alors, c'est intéressant de savoir que vous l'avez écrit en partie aussi à Fort-Calquier. Est-ce qu'il fallait vous éloigner de Cholet aussi pour y mettre tout le sel du Maine-et-Loire et des autres régions sinistrées, puisque clairement, vous parlez de Cholet, mais on imagine, et vous le dites très bien au début, on aurait pu se retrouver à Toulouse, à Metz, n'importe quelle ville de France. Quand on est dans une zone commerciale, l'extérieur n'existe plus. On a l'impression d'être plongé dans une sorte de spirale temporelle qui ne bouge pas, qui n'évolue que très peu. Et j'aimerais savoir justement, voilà, s'il fallait vous éloigner de Cholet pour pouvoir véritablement en retenir tout le sel, toutes les effluves de votre région natale. Bah, de toute façon, Cholet, à partir du moment où j'ai pu en partir, j'en suis parti, et je m'en suis éloigné. D'ailleurs, le roman était écrit à Rennes et à Fort-Calquier. Jamais, je crois pas avoir écrit une seule ligne du roman à Cholet. Par contre, évidemment, j'ai rempli des carnets de notes et de recherches. Euh, une fois à Fort-Calquier, moi, j'allais toutes les semaines, on m'amenait faire des courses dans un casino, dans une zone commerciale qui ressemblait totalement à celle que je décris, qui existe à Cholet. Et je crois même que j'ai tous les chapitres qui concernent le travail très précis de Lulu derrière sa caisse. Ça a été fait avec les conseils de caissières que je rencontrais là-bas à Fort-Calquier. Donc, mais ce métier, les conditions de travail sont quasiment les mêmes partout. Il y a des différences évidemment selon les enseignes, mais c'est assez léger selon la taille du magasin. Moi, les zones commerciales, je les ai aussi. J'en ai une à côté de chez moi, là, à Rennes. J'y ai passé beaucoup de temps, notamment pour tout ce qui est autour aussi du supermarché, toute la galerie, quoi. Et ce qui se passe derrière, les entrepôts, tout ça, j'ai dû faire des recherches. J'ai aussi des amis qui travaillent, j'ai aussi j'ai la chance de travailler dans un bar, donc je peux très vite trouver quelqu'un qui travaille dans le métier sur lequel j'écris, sauf si je parle d'espion ou d'astronaute, mais voilà.
Et donc ça, c'est pratique. Et moi, j'ai un rapport conflictuel avec les galeries commerciales, c'est qu'à la fois, moi, j'écris dans le livre, hein, tout ce que j'en pense, et puis tout ce que j'en pense en tant qu'anticapitaliste. J'aime beaucoup y passer du temps, par contre. J'aime beaucoup m'y poser, ça m'inspire. Donc c'est étrange. Je peux y passer un après-midi. Mon petit ami a travaillé dans une galerie commerciale récemment, dans un magasin de cadres, et je devais l'attendre à la sortie du boulot, et je pouvais voir la galerie commerciale après la fermeture, et je passais beaucoup de temps à regarder les choses, à être très curieux, presque plus stimulé que si j'étais en visite, je sais pas moi, dans les rues de Rome, j'en sais rien, pour donner un truc très touristique. Et vous parliez évidemment de la ZAC de Cholet, avec un plan qui est d'ailleurs très malin, très utile au tout début du livre, qui nous permet de nous repérer. Pour beaucoup, on ne connaissait pas forcément Cholet et encore moins cette zone industrielle. Euh, Qu'est-ce que vous pourriez en dire de cette zone concrètement sur... Alors évidemment, il y a beaucoup de choses dans le livre, mais si on devait la résumer avec tous les sens que vous avez, comment vous la résumeriez? Je dirais qu'elle est, enfin, je sais pas d'où viennent les personnes qui participent à l'émission, qui regardent l'émission ce soir, mais je pense que vous avez peu de kilomètres à faire pour trouver une zone qui ressemble quasiment point par point à celle de Cholet. Si je dois dire des spécificités, c'est qu'elle est proche d'une autoroute, euh, c'est qu'elle est, c'est qu'elle est grande, c'est qu'elle est. Mais il y a aucune enseigne qui est propre à Cholet là-dedans. Je crois qu'il y a une centaine d'enseignes en tout. Il n'y a aucune enseigne qui est propre à Cholet. On les retrouve quasiment partout. Donc c'était peut-être ça le défi, c'est à la fois d'en faire un roman sur une zone commerciale qui peut donc parler à tout le monde, puisqu'en France on les a les mêmes. Je pense même en Belgique. J'ai eu récemment des retours de camarades belges qui sont aussi qui peuvent s'identifier au roman puisqu'ils ont aussi les mêmes zones commerciales. Puis je pense que c'est le cas partout. Et en même temps, j'essaie d'être spécifique plus dans les personnages qui évoluent, sur le Choletais en particulier. Mais ça, voilà, c'est pas du tout. Je pense que tout le monde a traversé une zone comme celle-ci. Après, moi, par contre, je suis très précis quand je parle. C'est pour ça qu'il y a une carte au début aussi. Au-delà du petit hommage à Tolkien, parce que je voulais faire un petit transformer un peu la ZAC en terre en map d'Heroic Fantasy. Euh, sinon, euh, sinon, comment dire, tout est précis. Je m'étonne pas sur où sont les choses. Et alors, il y a des choses qui ont changé d'ailleurs depuis la sortie du roman, mais bon, en tout cas en 2020, c'était comme ça. Donc voilà. Alors, ce qui est aussi très surprenant dans le roman, c'est cette narration, cette double narration, sans changer de chapitre. On alterne entre en effet Elliot et Lulu. Qu'est-ce que ça vous a donné comme travail concrètement? Parce que c'est loin d'être si évident que ça, de mêler deux voix qui sont au départ des extrêmes opposés. Comment vous avez construit la narration? Est-ce que surtout elle a changé? Est-ce qu'il y a eu à un moment donné un changement au niveau du texte, au niveau des deux éditrices, Estelle et Claire? Qu'est-ce qui a évolué dans la narration et dans le style que vous avez apporté à ce roman? Ben je pense que c'est là où je passe le plus de temps au début de l'écriture d'un roman, de des recherches sur le sujet qui est donné d'abord à la structure, quelle structure je donne, ça se passe sur combien de temps, où je vais, quelles sont mes ambitions. Et puis ensuite, c'est le choisir, pareil, ça fait partie de la structure, choisir qui raconte l'histoire, comment je la raconte. Et le premier instinct, ça a été, surtout quand j'étais plus jeune auteur, c'était de partir souvent à la première personne, parce que c'est plus simple, c'est plus évident. Et puis je me suis dit non, cette fois, je vais essayer parce que pour l'instant, tous mes bouquins, ça a été deux personnages, une narration à deux personnages. Home Sweet Home, c'était le cas, sauf qu'ils se parlaient l'un à l'autre, donc c'est écrit en vrai la deuxième personne du singulier, presque épistolaire. Le deuxième, Stéréo, c'était aussi deux personnages qu'on suivait en parallèle. Et là, pour le coup, j'ai commencé à bosser avec un narrateur omniscient et j'avais envie de continuer à bosser là-dessus parce que je pense que c'est un bon exercice. Ça libère beaucoup, ça permet plein de choses et puis ouais, c'est beaucoup plus stimulant que la première personne, pour moi en tout cas. Puis ensuite, une fois que j'ai décidé que ce narrateur omniscient, il raconterait en parallèle l'année de Lulu et d'Eliott. Bon, Elliot, ça n'a pas été compliqué de le choisir comme un des personnages principaux parce il me semble assez proche.
Lulu, c'était plus compliqué. Là, je me suis donné un autre défi, c'est comment raconter dans le détail la vie d'une femme de presque 60 ans. Et bon, voilà, c'est là que c'était un peu plus là le défi. Mais c'était très stimulant tout du long. Et je pense qu'à aucun moment, je suis revenu en arrière là-dessus. Je crois pas que, je n'ai pas le souvenir qu'Estelle m'a demandé de changer ensuite. Non, non, c'était très abouti, c'est aussi ça qui nous a plu, c'était très pensé, très intelligemment fait, du point de vue de la structure, des voix des personnages. Claire, tu me dis si je me trompe, mais je crois que le seul passage où on a un peu plus travaillé, ça ne concernait ni Lulu ni Elliot, mais le personnage de Raph. Un Raph, autre personnage, tout à fait. qui est la sœur d'Elliot, et elle méritait qu'on lui donne voix, et il y a un chapitre notamment qui lui est consacré. Et il me semble que c'est là-dessus qu'on a le plus travaillé. Ouais. Oui, c'était un chapitre qui était pour le coup un petit carnet de confinement. Euh, et c'est presque un chapitre. Mais là, je crois d'ailleurs, j'ai été paresseux en fait, où je me suis dit, bon, je vais revenir à la première personne, c'est beaucoup plus simple. Et en fait, non, je trouve que c'est le chapitre qui est consacré à Raph, en fait, tu avais raison, il est plus intéressant, il est plus intéressant vu à la hauteur du narrateur qui nous a pris par la main jusque-là. Après, je joue avec la structure, des fois, il y a aussi des fois, le narrateur s'éloigne, parfois on change en effet de point de vue. Je m'amuse avec ça, je m'amuse avec la structure. Moi, quoi qu'il arrive, autant je choisis toujours un fond qui m'intéresse, mais le gros du boulot pour moi d'écrire, c'est vraiment le style, la structure et la narration, quoi. C'est ça qui est stimulant pour moi. Et sur le style, justement, le style est en effet le rythme dont je parlais tout à l'heure, c'est une sorte de saccade. Il y a très peu de ponctuation sur certains passages. On entend cette voix dans notre tête, clairement, qui résonne avec des mots qui accrochent l'esprit, qui accrochent le cœur aussi parfois, et aussi qui nous arrachent souvent des sourires, voire des rires, parce qu'il y a quand même beaucoup d'humour, ou en tout cas beaucoup parfois d'ironie, vous êtes parfois très caustique, et en effet, en vous entendant ce soir, on sent aussi qu'Eliott est très proche de vous. Il y a quand même beaucoup de points communs qui vous relient. Pourquoi avoir donné cette orientation de vie dans votre roman à Eliott? Est-ce que lui aussi, dans son parcours, dans ce qu'il va lui arriver, est-ce qu'il y a eu des évolutions à travers ce que vous avez écrit? Alors oui, c'est vrai que Elliot est proche dans le sens où on a le même âge et puis voilà, on a le même parcours d'être né à Cholet et puis d'avoir quitté Cholet pour vivre des aventures, que ce soit des études pas finies ou plein de petits boulots, hein. Toute la partie, je pense que je vous lirai un extrait tout à l'heure la petite biographie d'Eliott, elle est assez proche, même si évidemment je me la mélange aussi avec la biographie de plein de potes de ma génération. Et, euh, et puis son rapport à la ville aussi, qui est, comme je le disais tout à l'heure sur Égal Commercial, autant j'ai eu une longue période de rejet de Cholet, comme je pense que beaucoup de gens qui sont nés dans les plus petites villes ou même dans n'importe quelle ville ont envie d'aller voir ailleurs et sont assez critiques de là d'où ils viennent. Et puis plus généralement, pas que Cholet aussi, hein, les Mauges, la Vendée, le Maine-et-Loire. Et donc en ça, on est très proches. Son rapport au monde, son rapport à la politique. Et puis voilà, je mets aussi des distances, je m'amuse aussi un peu avec lui. Enfin, je m'amuse parce que je lui donne ma date d'anniversaire, par exemple, mais je lui donne pas mon aspect physique. Je le décris comme blond, blond et grand dans le bouquin. Alors que je suis petit et brun. Et voilà, je m'amuse avec ça, quoi. Mais ça s'arrête là, mais je mets aussi pas mal de au-delà du personnage d'Eliott, je mets aussi beaucoup de mon expérience avec Cholet, avec le monde du travail, dans d'autres personnages, dans Lulu notamment, évidemment. Elle est le reflet aussi de toute une génération de femmes que je connais, qui va de ma mère à des amis de ma mère, à d'autres gens aussi que je croise tous les jours au bistrot où je travaille. Et donc voilà, c'était important. Puis toute la famille, en fait, toute la famille d'Eliott, tous les gens qui peuplent la galerie commerciale semblent peut-être des archétypes, mais sont des archétypes que moi je connais très bien. C'est pas, je les caricature à peine. Alors, c'est en effet intéressant que vous parliez de votre métier de barman, puisqu'il y a un personnage qui n'est pas un personnage humain, mais qui est capital, c'est le Balto, ce bar du Balto, qui est extrêmement important parce qu'il permet à tous ces individus de zones commerciales qui y travaillent de se réunir. Et en effet, on a plusieurs parcours de vie, plusieurs idées politiques, puisque on parlera tout à l'heure du côté très politique et engagé du roman,
Mais ce bar du Balto, en quoi il est si important que ça pour vos personnages et surtout pourquoi lui avoir donné autant de place dans ce roman-là? Bah, je lui ai donné. Alors, ce qui est marrant, c'est que je comptais lui donner encore plus de place, que je comptais en faire un huis clos dans le Balto, ouais, à la base. Je comptais même faire d'abord un huis clos dans le Balto. En plus, après, ça s'est agrandi au Carrefour. Je pensais ne jamais sortir de l'enceinte de la galerie commerciale et du magasin. Et puis, bah, c'est là aussi l'arrivée du Covid a fait que j'ai été un peu, ça m'a un peu forcé la main. Puis ça m'a ouvert aussi, ça m'a permis de parler d'autres endroits qui me tenaient à cœur et puis de faire voyager un peu le roman dans d'autres endroits comme des EHPAD ou des cités dortoirs autour, euh, ou à Pôle emploi par exemple. Le Balto, bah, au-delà du fait que oui, c'est un peu mon univers, parce que je travaille dans un bar et puis que j'ai toujours aimé, moi, euh, nous, avec même mes potes, on n'a pas beaucoup d'argent. Ce qu'on aimait faire, c'est autant on aime bien les bars et les bistrots de centre-ville, mais on a aussi surtout connu des bistrots de galeries commerciales où il n'y a pas de fenêtre, où ça ferme à 19h30 à peu près, où se mélangent des caddies, des clients et tout ça. Je trouvais ça intéressant. C'est une espèce de non-lieu comme ça qui n'a rien à voir avec moi le métier que je fais dans un bistrot de quartier un peu plus animé. Et en même temps, ça m'a toujours fasciné, surtout que c'est vraiment toute la journée, hein, du café jusqu'à la bière. J'ai pu y voir des gens d'ailleurs très alcoolisés, j'ai pu voir des petits, des gens du quartier, justement, des gens qui habitent, souvent des gens assez âgés qui habitent autour, dont c'était le seul endroit où ils pouvaient croiser du monde, en fait. C'est souvent le cas pour les bistrots, mais alors là, en plus, dans ces bistrots-là, puisqu'autour, il n'y a rien d'autre, voilà. Tout comme je connais des personnes âgées qui, toutes les semaines, leur sortie, c'est le restaurant de la galerie commerciale, la pizzeria ou je ne sais quoi. J'en connais très bien puisque j'ai vécu un peu comme ça quand j'étais jeune aussi. Donc voilà, je trouve que c'est un endroit intéressant. Et puis, c'est pas devenu tant le personnage principal, le décor principal du roman, mais voyant que. Alors, là où j'ai triché un peu, c'est que ça s'est pas exactement passé comme ça dans la réalité, ça a été sur un temps plus long, mais j'ai réduit ça dans le roman. Il est vrai que l'équivalent du Balto, qui est un petit bar du Carrefour qui existait depuis des années, a été vendu et fait partie d'une chaîne Columbus Café, où pour le coup, c'est encore moins convivial, encore moins personnel et de proximité. Et ça n'a pas été aidé en plus par le Covid. Donc voilà. Voilà, le Covid m'a aussi. Les bars ont fermé pendant 6 mois, donc même les bars des galeries commerciales. Donc j'étais un peu embêté, quoi. Donc j'ai aussi déplacé l'action. Mais puis je veux pas être le barman qui écrit sur les bars et sur les habitudes de bar. Ça m'intéresse pas. Je vis ça tous les jours. Autant j'y peux épuiser de l'inspiration parce que évidemment, je pense que tout le monde peut épuiser de l'inspiration dans un lieu où il y a autant de gens différents qui sont brassés toute la journée. Autant faire un bouquin là-dessus, les petites anecdotes de bar, ça m'intéresse pas. Mais ça m'a servi. Ça m'a servi un peu, surtout dans les premiers chapitres, pour un peu camper les personnages, avoir un lieu où les retrouver tous en même temps. Dans un lieu où les gens se parlent très peu, se croisent très peu, alors qu'ils travaillent toute la journée ensemble, c'est peut-être le seul endroit, le seul carrefour dans le carrefour où ils pouvaient se croiser le temps d'un café ou d'un verre. Ce que j'ai particulièrement apprécié, Antoine, dans votre roman, c'est que aujourd'hui, dans la rentrée littéraire, aujourd'hui en édition française, on a plusieurs types de romans. On a les romans qui parlent d'une grande histoire, on a les romans qui parlent d'une petite histoire, on a les romans extrêmement chargés en personnages, extrêmement actuels et beaucoup d'autofiction. Et votre roman, il s'insère dans aucune case en réalité parce qu'il n'y a pas de grande histoire, il n'y a pas d'intrigue folle, et c'est ça qui en fait tout le charme en réalité, parce qu'en réalité, on a envie de savoir. On a envie de savoir, on a envie de tourner les pages, on a envie d'aller plus loin, de connaître chaque personnage, alors qu'on sait que potentiellement, il ne va pas y avoir de gros phénomènes en réalité, de gros moments perturbateurs. Et c'est ça où je vous trouve très fort, c'est que vous arrivez à nous tenir en haleine sur une zone commerciale, sur des individus dont on n'entend jamais parler en littérature, et en tout cas en littérature parisienne, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais pourquoi avoir choisi ce fait d'armes-là? Est-ce que c'est aussi par engagement? Est-ce que c'est par volonté propre justement d'aller dans des sentiers qui n'étaient pas traités en littérature? Mais c'est là où je vous trouve extrêmement subtil aussi, parce on est quand même à peu près entre 200 et 230 pages, je crois, dans ces eaux-là. Et on tient, en réalité. On tient sans problème.
parce que vous arrivez à nous faire saliver sur ce genre d'endroit, ce genre de lieu, ce qui n'arrive quasiment jamais en littérature. Bah, l'engagement, s'il y a engagement, je pense que était vraiment pour moi esthétique. Je me lançais des défis dans l'écriture assez souvent. Je pense même que mon seul regret, à la limite, c'est de pas été davantage radical avec ça. Mais bon, faut quand même un moment que le roman puisse sortir et se lire. Mais par exemple, je me disais, voilà, est-ce que je peux tenir tant de pages juste en restant derrière la caisse avec Lulu? Est-ce que je peux tenir tant de pages juste avec ça, juste ça, et avec les articles qui passent devant elle, les tickets de caisse, etc. Est-ce que je peux tenir, est-ce que je peux tenir 3 pages avec juste Lulu qui regarde la télé sur son canapé? Une personne âgée, veuve, seule, un soir en rentrant du boulot, qui regarde la télé, et vraiment on est avec elle, on zappe avec elle, on va aux toilettes avec elle, je ne loupe rien. Et, euh, et ça, et je me lançais ces défis-là parce que vraiment, c'est presque égoïstement une manière pour moi de rentabiliser tout le temps que j'ai passé avec ma mère ou tout seul à faire ces soirées juste à regarder la télé en étant abruti du boulot. Voilà, c'est aussi décrire aussi finement, aussi précisément une zone commerciale où, par exemple, à un moment, ils sont en train de pêcher autour d'un lac où moi j'ai passé beaucoup de temps, qui est un lac totalement insignifiant, c'est un plan d'eau artificiel, etc. Mais je voulais vraiment le décrire comme je sais pas, comme un autre auteur pourrait aussi décrire un grand paysage américain ou quelque chose. Je le décris parce que ça fait tellement longtemps que j'ai envie d'écrire dessus, qu'il soit cartographié, immortalisé. Donc voilà, c'est des défis qui me poussent à faire ça. Moi, j'aime aussi esthétiquement en tant que lecteur et même consommateur de fiction au cinéma et ailleurs. Je suis pas friand d'intrigue, je suis pas friand de, de grandes épopées. Parfois si, hein, attention, mais je parlais de Tolkien tout à l'heure, voilà. Mais, mais j'aime bien aussi les choses où, comme on dit, il ne se passe rien, même s'il se passe plein de choses. Et là, je pense qu'il se passe plein de choses. Je tenais à mettre d'ailleurs en quatrième de couverture d'emblée que rien ne va se passer, que rien ne va changer en tout cas dans le combat politique de Elliot et Lulu. Parce que c'est ça, en fait, je pense qu'on peut tous se demander, à moins d'avoir des vies exceptionnelles de stars ou des grandes fonctions ou je sais pas, d'avoir une année quand même très chargée. Au-delà de ça, je pense qu'on est tous là. On pourra faire le bilan entre le 1er janvier et le 31 décembre. Il ne sera pas arrivé grand-chose dans nos vies. Il sera arrivé plein de petites choses, mais il ne sera pas arrivé grand-chose. On ne vit pas dans des romans de Guillaume Musso. Il nous arrive pas, il nous arrive pas 10 000 aventures, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient. Je tenais d'ailleurs à ce qu'à la fin du roman, les débuts d'histoire amoureuse, d'intrigue soient absolument pas résolus, parce que c'est pas. En plus, en prenant ces structures du début à la fin de l'année, il est très rare qu'en décembre, toutes les intrigues et tous les fils rouges et tous les arcs narratifs de notre vie se résolvent en décembre. Les arcs narratifs de notre vie se résolvent jamais de toute façon. Donc, ou enfin, si, à la fin, mais. Et donc voilà, puis j'aime pas trop la petite psychologie, j'aime pas trop les arcs narratifs en fait. Je voulais pas faire de la série télé, je voulais pas faire. Donc voilà, j'ai tenu à être vraiment focus sur qu'est-ce qui se passerait de manière très réaliste, naturaliste à ce moment-là de l'année. Et puis heureusement, j'ai quand même une structure qui me permet des ellipses pour pas non plus vous raconter les journées entières, 365 journées dans la vie des personnages et toutes leurs allées et venues aux toilettes. Je pense que ça aurait été un peu too much. Mais un jour, si je peux le faire, je le ferai ça. Mais non, j'ai fait des coupes quand même, des ellipses, pour retenir vraiment l'essence de ce que c'est une vie assez médiocre. Enfin, ce qu'on pourrait prendre pour une existence médiocre, mais justement, dans le bouquin, j'ai démontré qu'elle l'est pas. C'est une existence qui peut être très littéraire, au contraire. C'est exactement cela. Alors, tout à l'heure, vous disiez que vous n'étiez censé ne pas aller si loin. En tout cas, vous vouliez aller plus loin de manière engagée. Pourtant, le livre est quand même politiquement engagé. Olivier Véran et Emmanuel Macron sont cités et ne sont pas portés au nu. En cette période de censure et autres, est-ce qu'il y a eu discussion par rapport à cela? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous êtes simplement dit, ce qui devrait être plus légitime, qu'un personnage de roman reste un personnage de roman et c'est ce qui devrait rester aujourd'hui? Bah, ouais, en l'écrivant, je me suis pas du tout posé la question. C'était même bien
volontiers que, autant je disais que le Covid m'a apporté de la matière que j'ai littéraire, mais surtout les hommes politiques que je cite dans le roman, et aussi au-delà des hommes politiques, enfin ce sont des hommes politiques aussi, je cite beaucoup Alexandre Bompard qui était PDG de Carrefour à l'époque, euh, et je cite leurs discours, je cite aussi des discours plus locaux comme Gilles Bourdoulex, le maire de Cholet, et toute son équipe municipale, dont sa femme. Moi, je pense ça, c'est de la littérature. C'est la littérature au même terme que les annonces, que les brochures de publicité de Carrefour que vous pouvez recevoir dans votre boîte aux lettres, que les spots télé, les spots radio. Pour moi, c'est la même chose. Et que les dictons d'éphémérides que je mets en exergue de chaque chapitre, que je mélange d'ailleurs parfois avec du Macron ou autre. Euh, et je voulais absolument, oui, j'allais pas dire le président de la France, ça aurait été absurde. Je cite qui il est, ce qu'il fait. Je suis d'ailleurs, je pense, la seule personne à avoir mis en littérature quasiment l'intégralité d'un discours du 14 juillet d'Emmanuel Macron. Il peut me remercier. J'avais plus peur, en fait, et j'ai demandé à Estelle, mais plus d'un point de vue juridique, entre guillemets, parce que je prends un carrefour qui existe vraiment, que je mets à l'adresse où il est, hein. Vous pouvez aller à Cholet, vous retrouvez le carrefour avec les mêmes boutiques aux mêmes endroits. Et je me disais, c'était plus pour des termes de diffamation. Estelle me l'a dit, et puis de toute façon, moi j'étais assez serein parce que j'ai fait mes recherches. Tout ce que je dis dans le roman est vrai. Il n'y a aucune diffamation et je ne cite aucun nom de. On n'a pas un manager qui s'appelle Monsieur Retailleau. Bon, il n'y a pas de manager qui s'appelle Monsieur Retailleau là-bas. Il y en a plein sûrement, mais il ne s'appelle pas comme ça. J'en sais rien en fait. Là, j'ai pris mes distances un peu, mais sinon, oui, les hommes publics et politiques euh, sont, sont, sont pas. Enfin, c'est chasse ouverte, j'ai envie de dire. Voilà. Les En littérature, évidemment. En littérature, bien sûr, bien sûr. Les communiqués de Carrefour, très intéressants aussi parce qu'ils viennent toujours, alors vous les insérez dans certains chapitres, en italique aussi pour qu'on puisse voir la différence, mais ils viennent percuter aussi notre œil de lecteur devant l'indécence, devant le changement de discours par rapport à ce que vous venez de dire, que vous faites dire à un personnage juste avant, à un personnage qui gagne très peu sa vie, qui a des horaires et des contraintes notamment sur ses heures de pause, etc. Cette volonté de faire cette grande dichotomie, cette grande césure avec ces communiqués-là, elle est frappante, elle est même violente. Je l'ai trouvée violente entre guillemets, dans le bon sens du terme, pour que vraiment chaque lecteur puisse voir à quel point ces communiqués sont d'une immense violence, d'une violence inouïe quand on prend ça en tant que salarié. Bah, je pense que c'est d'autant plus violent que, en tant que lecteur, que même si on, par exemple, si on voit, si on peut s'indigner d'un article, on va voir, euh, voilà, les caissières de Carrefour, pour les remercier de leurs efforts durant le Covid. On peut voir un article, lire un article ou même voir un reportage au JT là-dessus. On sera moins choqué que si on a passé deux, trois ou quatre chapitres avant au plus proche du quotidien de ces caissières-là et de lui en particulier. Donc c'est vrai que quand on retombe par exemple des lettres de Bompard à ce moment-là ou des invectives managériales que je mets dans la bouche de Monsieur Rotaillot, mais qui existent, qui sont documentées. Euh, oui, évidemment, ça peut faire un choc. Après, je pense qu'aujourd'hui, pas grand monde est choqué de, en tout cas sur les conditions de travail dans le monde de l'alimentaire, dans le monde de la grande distribution alimentaire et parce que là, c'est Carrefour qui prend, mais on est d'accord, c'est pareil partout. Euh, j'ai, je m'étais mis de côté juste pour l'interview parce qu'il y a un nouveau petit scandale qui est sorti sur Leclerc. Ah oui, sur l'embauche où Leclerc fait des faux CDI, il fait signer des lettres d'embauche et de démission le même jour. Il y a un reportage qui, je crois, d'Envoyé spécial ou de France 2 qui va sortir cette semaine. Donc voilà, ça, on est toujours. Pas plus tard qu'hier, que la semaine dernière, je crois, j'ai lu dans l'Ouest France qu'à Rennes, le Carrefour Alma de Rennes a développé une nouvelle technologie presque digne de la NASA pour empêcher le vol des chariots, des caddies, avec des tracteurs comme les colliers aux chiens, les chiens qui ont des colliers qui reçoivent des charges pour s'ils sortent de balade.
les caddies seront fixés s'ils dépassent le parking, voilà. Et pendant ce temps-là, leurs salariés ne sont pas augmentés. Mais ça, par contre, il y a du travail de recherche pour 2 caddies volés par des SDF, quoi. Donc, moi, ça, en tout cas, je le faisais pas en mode choc. Je crois que ce qui est le plus choquant, en plus, c'est que je commande pas ça, c'est que je les mets tel quel et que je pense que ça parle. C'est pour ça que je voulais aussi rendre hommage aux dirigeants et aux hommes politiques en les citant proprement, parce que tout est là-dedans. Je pense que le moment le plus drôle de mon roman, c'est le début du chapitre sur la fête du travail. Tous les chapitres jusque-là s'ouvrent sur un dicton lié au moment de l'année, la Saint-Valentin, l'épiphanie, etc. Et quand on arrive à la fête du travail, on pourrait s'attendre à je sais pas quoi, et on a Macron j'ai pris le discours de Macron ce jour-là où il parle du travail, et donc voilà, c'est intéressant. J'aurais pu prendre n'importe quelle personne du camp des travailleurs, et j'ai pris Macron parce que c'est presque lui qui est le plus drôle à mettre en avant dans ces moments-là, quoi. Enfin, drôle, vous voyez ce que je veux dire. Et voilà. Je, J'espère qu'à la lecture, c'est intéressant stylistiquement surtout. C'est impactant, clairement c'est impactant. Et justement, ces chapitres dont vous parliez, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, sont symbolisés par les moments forts économiques d'une zone commerciale, donc la Saint-Valentin, Noël, la Toussaint, la rentrée, les soldes. Ça, c'est justement un choix extrêmement subtil, intelligent vous nous faites vivre clairement, on est au cœur d'une zone industrielle, et notamment avec ces tickets de caisse que vous insérez parfois dans un des chapitres qu'on a tous vus, mais que parfois on ne comprend évidemment pas puisque tout est abrégé. Mais ça aussi, c'est intelligent. Votre roman, il est clairement subtil et en même temps extrêmement enivrant, alors qu'on est au sein d'un carrefour. C'est ça qui est fabuleux, c'est que j'avais encore jamais lu ce genre de structure narrative, ou en tout cas d'être enfermé dans un huis clos, parce que là, en effet, on n'est pas totalement dans un huis clos, mais on y est quand même en grande partie. C'est quoi cette histoire de chapitre? Concrètement, vous vouliez aussi marquer le coup en nous mettant au sein d'un ou d'une salariée de chez Carrefour, avec les moments forts, les moments très difficiles que les salariés ont à vivre. Bah, d'abord, comme je le disais tout à l'heure, j'ai vraiment besoin de me poser une structure d'emblée pour pouvoir vraiment bien bosser, pour me faciliter la tâche. Et c'est vrai que les moments de l'année, je savais que ça devait aller d'une Saint-Sylvestre à une Saint-Sylvestre. Et je savais qu'il y aurait forcément Noël, le 14 juillet, des dates fortes. Parfois, j'utilise je sais qu'il y a Saint-Estelle, Saint-Estelle d'ailleurs, mais ça n'a rien à voir avec. Je l'avais écrit avant. J'ai pas fait pour faire mon faillot après, quoi, en vis-à-vis de mon éditrice. Mais parce que parfois, je voulais que ça se passe à telle date précise, et du coup, il n'y avait pas grand-chose. Elle dit, bah tiens, les saints, c'est marrant aussi. Et c'est pas anodin, les saints comme ça, le côté éphéméride, c'est aussi, du point de vue du fond, quelque chose qui est très présent, surtout dans une région qui est marquée beaucoup par la chrétienté, vraiment, par les rituels chrétiens. Euh, Beaucoup de familles qui ne sont pas pratiquantes, mais qui vivent vraiment autour de ça. Pendant longtemps, je crois que c'est toujours le cas. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais voilà, on reçoit le Courrier de l'Ouest ou Ouest France, les quotidiens, où il y a une page entière après sur l'éphéméride, sur les fêtes religieuses, et même d'où vient pourquoi c'est la sainte, qui était tel saint ou telle sainte. C'est toujours là-dedans. Et donc, je tenais à rendre ça. Puis je vois aussi comment fonctionnent les gens dans la région, mais en tout cas mes parents, ma famille, où on parlait qu'il n'y avait pas d'événements dans l'année, mais du coup, il y a tellement rien ne se passe vraiment en dehors du travail, en dehors des week-ends. La semaine, elle est travail, week-end. Pour voir l'échelle de l'année, on est plus sur des échéances comme ça, euh, et qui sont aussi parfois l'occasion de fêtes, hein, Noël ou d'autres, mais qui sont aussi tout simplement juste un moyen de se repérer dans le temps et de se dire, bon, voilà, du temps à passer, quoi. Du temps à passer, puis après, on passe à l'année d'après, et en plus, on coche dans le calendrier, c'est super. Je pense aussi que moi, ce que ça me permet, c'est que il y a une certaine ironie aussi, puisque ces temps-là, on les retrouve aussi dans le monde du travail et dans le monde du commerce. Euh, Ces temps qui sont des temps de retrouvailles familiales, qui sont des temps hérités de fêtes chrétiennes, sont aussi des monstres de commerce, et ça coïncide en général avec, par exemple, l'été arrive avec son lot de promotions sur le barbecue, Noël arrive en octobre, etc. Donc,
ça marchait sur tout point de vue, pour ma structure, pour la vie privée des personnages et pour la vie professionnelle des personnages. Et, euh, et le capitalisme est si présent dans leur vie, il s'intègre dans chaque portion de leur vie et même sur le calendrier, quoi, principalement sur le calendrier. Vous m'excusez s'il y a du bruit, j'ai un chat qui fait des bêtises derrière. Voilà. Et il n'est pas à vendre. Euh, Non. Sainte Estelle, le premier des saints de glace, souvent tu en gardes trace. Voilà. Page Oui, alors, 93. Oui, pardon, pardon. mais en effet aussi, vous les verrez en lisant ces petits dictons que j'ai été trouvé sur Internet ou dans les éphémérides. Il y en a qui sont c'est des haïkus, quoi. C'est vraiment de la petite poésie, la poésie rurale, quoi. La poésie rurale comme on en fait comme on peut en trouver dans les Mauges, dans la région où se situe le. Alors, page 93 apparaît pour la première fois dans le roman le mot plexiglas, qui est donc le titre du roman. Il me semble qu'il apparaît assez tard dans le roman, je crois que c'est à peu près la moitié donc. Ce titre-là qui symbolise aussi clairement le Covid avec ce morceau de paroi qui apparaît et qui nous coupe des autres, qui nous coupe d'autrui. Pourquoi ce titre-là, Antoine? Pourquoi cette volonté? Ça aurait pu être quelque chose en rapport clairement avec l'endroit, avec Cholet. Ça aurait pu être clairement quelque chose aussi avec la crise du Covid. Il y avait beaucoup de titres possibles, mais vous avez choisi Plexiglas. Oui, alors bah, je vais pas vous mentir, j'avais choisi un autre titre avant, même plusieurs autres titres avant celui-ci. C'est souvent comme ça l'écriture d'un roman. Et puis, ça a été en travaillant avec Estelle. Au départ, le roman, pendant longtemps, son titre de travail, et quand vous l'avez reçu à Asphalt, c'était toujours le cas, c'était L'Entreprenante. Parce que L'Entreprenante, c'est le slogan de la ville de Cholet. Il y a des villes comme ça qui ont des slogans, parce qu'une ville, c'est aussi un commerce, c'est aussi une marque. Et Cholet, c'est Cholet l'Entreprenante. Et j'aimais assez parce que ça me semblait aussi un peu, ça me faisait penser à la France de Macron, à la France de l'auto-entrepreneuriat, ça me faisait penser aussi au fait que mes personnages veulent être entrepreneurs mais ne le sont jamais, ne peuvent jamais l'être. Voilà. Bon, Estelle n'a pas du tout aimé, donc Non on l'a mais vu. vous êtes d'accord avec moi, l'entreprenante, ça claque beaucoup moins que plexiglas. Enfin, ça donne vachement moins envie, non? Je, C'est je c'est pas très n'arbitrerai pas parlant. entre vous. De toute façon, je suis pas le meilleur vendeur de ça. Et au final, c'est quand même moi qui vous ai Bien amené sûr. Plexiglas. Et Plexiglas parce que oui, en effet, ça marque un tournant dans le roman. Et le mot arrive avec le Covid. Et je pense que le mot est revenu dans tous nos vies avec le Covid. Je pense qu'avant ça, à moins de travailler dans le bâtiment, dans la construction, on était peu amené à côtoyer ce mot-là. Comme le mot confinement d'ailleurs. Comme le mot confinement, comme beaucoup de jargon qui est revenu ou qui est apparu ou qui est né avec le Covid, avec la crise du Covid. Et donc, et c'est vraiment, en plus, c'est vraiment lié au supermarché. Je sais qu'on en a trouvé dans plein de commerces, mais ça vraiment, je crois qu'on les a tous vus pour la première fois, ou pas d'ailleurs, parce que ça parle aussi c'est complexe cette histoire, parce que c'est l'histoire, en effet, ça divise encore plus les gens, et en même temps, ça protège les caissières qui sont sur le front. Et je pense que là où il y avait des problèmes parfois, c'est que surtout il y avait des endroits où il était difficile pour les caissières d'être protégées, d'avoir le plexiglas ou alors de l'avoir plus tard, et parfois ça pouvait signifier être hospitalisé, etc. Euh, sur une note plus légère, ça rime avec mon nom aussi, plexiglas. Donc plexiglas d'Anton Filias. Donc voilà, j'aime bien le mot, je trouve il est étrange en fait, il est un peu étrange, il est un peu désuet, étrange, je sais pas, et en même temps ultra moderne, futuriste. Voilà. Très bien, très bien. Alors Elliot, c'est aussi un roman d'amour, ou en tout cas de relations. Elliot est homosexuel, il a 30 ans, il vit à Cholet aussi, et il a du mal forcément à retrouver quelqu'un puisqu'il est sur certaines applications de rencontres. À 5 km à la ronde, il y a quand même peu de personnes potentielles. C'est aussi ça, ce que vous vouliez aussi raconter, qu'il n'y a pas forcément. Est-ce que c'était une façon, entre guillemets, aussi d'aérer le récit pour lui donner un souffle aussi plus lumineux en réalité? Bah oui, je pense qu'il était important de suivre les personnages en dehors du travail, même si c'est un roman qui est quand même vachement axé sur la condition du travailleur et des travailleuses. Je pense que, comme on le disait tout à l'heure, quand
quand on évoquait par exemple, les mots des PDG, tout ça, qui étaient complètement déconnectés du réel des salariés, bah, pour qu'on comprenne bien quel est l'enfer que peut être le travail, j'avais besoin que le lecteur puisse s'attacher, c'est pas le terme, j'aime pas trop le mot s'attacher au personnage, mais disons en tout cas, en savoir plus sur leur vie, voir ce que le travail leur enlevait de temps, parce que c'est avant tout ça, le travail, c'est du vol de temps. Et donc, du coup, quand ils en ont, qu'est-ce qu'ils en font de ce temps-là? Qu'est-ce qu'ils en font en plus quand ils sont fatigués? À quoi ressemble leur vie amoureuse? Et puis aussi, ce qui m'intéressait, puisque au-delà du travail, c'est aussi la ville de Cholet qui m'intéresse, c'était de dire, voilà, c'est quoi une vie amoureuse à Cholet? C'est quoi une vie amoureuse homosexuelle à Cholet? Je pense que ça, c'est intéressant. Il y a d'autres auteurs qui ont pu écrire sur l'amour queer en province, pour utiliser un terme de parisien, la province. Et moi, voyant très bien de quoi je parle, je trouvais ça intéressant, en effet. Qu'est-ce que c'est d'aller sur des applis de rencontre quand il y a pas grand monde d'inscrits là où on est, quoi. Et puis où est-ce qu'on se trouve? Et puis est-ce qu'on vit ça? Euh, Pareil, qu'est-ce qu'on fait comment on rencontre des hommes quand on est veuve et qu'on a un certain âge et qu'on n'est pas forcément très doué en informatique? Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant à explorer, surtout dans une petite ville. Et du coup, ça crée des rencarts dans des pizzerias pas ouf. Bon, je pense que ça, Nicolas Mathieu l'a très bien écrit. L'amour en France périphérique, pour reprendre un terme parisien. Mais l'amour en France périphérique, il est différent selon la périphérie. Et moi, je voulais montrer ça. Puis, comme je disais, des petits moments aussi. Je pense que la famille est vachement important dans le bouquin, plus que dans. Ça n'a jamais été trop un sujet je pensais qui m'intéressait. C'est un sujet qui m'intéresse d'habitude pas d'ailleurs en fiction. Et puis là, plus j'ai écrit, plus j'ai voulu rajouter des membres de la famille à chaque personnage. J'ai voulu vraiment, peut-être aussi parce que ma famille est de là-bas et qu'inconsciemment, c'était le format que je connaissais. Et donc, ouais, les relations amoureuses, la famille, toujours encore une fois sans intrigue, sans grands arcs narratifs, sans conflits. On est brouillé au début, on va se réconcilier à la fin, et on va dire une connerie, après on aura un arc de rédemption. Ça, j'ai essayé de le faire au minimum et de montrer ce que c'était, oui, aussi la vie dans des lotissements, la vie dans des HLM choletais, qui sont aussi spécifiques. Chaque ville a sa spécificité urbaine. Et puis ça me permet d'évoquer aussi des sujets politiques, puisque c'est politique, la vie d'un travailleur est politique, l'architecture et l'urbanisme d'une ville l'est aussi, évidemment. Donc voilà. Et puis en plus, de toute façon, à un moment, je ne pouvais pas avoir les gens au boulot parce que, alors Lucie, parce que elle, en tant que caissière, elle était obligée de travailler pendant le Covid. Et Elliot, à ce moment-là, ne travaillant pas, étant blessé, il se retrouve en confinement. Donc ça m'a permis aussi de passer un peu de temps à me dire qu'est-ce qu'on fait à Cholet aussi. Je pense que c'est une question que je me pose toujours et ça m'a permis aussi d'y répondre un peu avec- en suivant mes personnages dans les rues de Cholet. Parfait. Alors, avant que Sandra ne pose sa question, on va faire une petite photo de groupe, comme ça, je n'oublie pas. Et je me rends compte, Antoine, que j'ai dû te vouvoyer depuis le début alors que tu m'as demandé de te tutoyer. Mais c'est pas grave, je vais le reprendre. Non, non, c'est bien quand tu me voyais, j'apprécie non, j'aime bien en fait, je trouve que c'est plus respectueux. Non, non, tu sois moi, c'est plus simple. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Parfait. Est-ce que tu pourrais nous lire un extrait, Antoine? Et comme ça, Mince, on verra. je suis pas assez rapide sur le. J'avais Allez, on pas eu la le refait. timing. On la refait, on la Non, refait. non, allez, 3, 2, 1. C'est bon, parfait. ok. Et oui, je veux bien vous lire un extrait. Bah, en fait, c'est peut-être classique comme choix, mais je vais vous lire le début du roman, en fait, les trois premières pages, si ça le fait. Euh, j'ai choisi un. Ouais, ce qui est bien, c'est que j'ai pas besoin de mettre de contexte parce que c'est le début du roman. Donc, si j'avais besoin de mettre du contexte, ça serait pas un bon début de roman. Saint-Sylvestre, calme et claire nuit de l'an, à bonne année donne l'élan. Carrefour est ouvert. Au-dessus de l'entrée, on lit grand, petit, jeune, moins jeune, pressé, moins pressé, lent, curieux, zigzagueur, chien, chat, distrait, concentré, sérieux, émerveillé, calme. Ici, nous partageons tous un air de famille. Grand, jeune, curieux et pas contre un peu d'émerveillement, Elliot passe les portes automatiques et se mêle à la galerie. Faux léchage de vitrine devant celle de Jules,
Comparaison des offres de SFR et d'Orange, coup d'œil aux montures d'Atoll l'opticien. Enfant, il venait au moins une fois par semaine. Se souvient même de l'époque où Carrefour s'appelait Continent. Depuis, des boutiques ont fermé, d'autres ouvertes, et l'hypermarché ressemble désormais à une résidence de loisirs high-tech. Info, météo et horoscope sur écran LED, mélange de pubs et de cantiques dans les enceintes, petits vieux sur bancs spacieux, entourés de ficus bidons, gamins dans piscine de ballon, Marc Lévy dans bibliothèque participative et baby-foot au milieu de l'allée. Carrefour est un casino où tout est fait pour que l'expérience soit ludique, le passage du temps dissimulé. On pourrait être marre tous les jours. Déambulant, Elliot oublie sa fin d'année misérable, le trou dans son porte-monnaie et son retour à Cholet. Ouais, voilà, je peux m'arrêter là peut-être, ou je peux continuer comme vous voulez. Allez, on peut continuer un peu, Antoine. Ouais, allez. 2 heures plus tôt, alors qu'il quittait Rennes, la conductrice du covoiturage lui a demandé pourquoi il porte des béquilles. Parce que le 5 décembre, je me suis retrouvé embarqué par une bande de casseurs pendant la manif contre la réforme des retraites et un flic m'a pété le tibia à coups de matraque sous prétexte que je défonçais la vitrine d'une agence immobilière boulevard de la Liberté. À peine mon plâtre séché qu'on m'a accusé de vouloir détruire la République. J'ai dit, monsieur le juge, je voulais juste détruire une vitrine. J'ai quand même plaidé coupable pour ébriété sur la voie publique et destruction de matériel. Amende de 1 500 €, apothéose d'une décennie d'échecs qui a commencé le jour où j'ai séché des partiels parce qu'il neigeait et que j'avais oublié mon pull chez une copine. Enfin, plus la peine de mentir, chez un copain. Lucas, mon premier copain, parti en Erasmus le semestre suivant, jamais revu, jamais rattrapé mes examens, abandonné la fac de sociaux pour faire le tour d'Europe en stop à une époque où le Covat n'existait pas. C'était la vraie aventure, le pouce levé, tout l'argent du périple claqué direct dans un pub brestois où j'ai appris à boire et me faire des amis. L'école de la vie, comme on dit, et de retour à Rennes, je me suis inscrit au bistrot du quartier où j'ai côtoyé les plus grands esprits de ma génération. Mais comme il fallait payer la note et le loyer de mon 20 mètres carrés, je me suis aussi inscrit dans une agence d'intérim. Et là, je ne sais pas si j'ai le temps de tout vous raconter parce qu'on est déjà au niveau de Loiret. On m'a refilé les missions les plus débiles, genre répondre au téléphone du service après-vente d'un fabricant de téléphone, faire l'inventaire d'un magasin de bricolage où j'ai dû compter les clous un par un, et plus drôle, faire le ménage dans les bureaux de mon agence d'intérim. Pas de quoi bouffer correctement, mais je pouvais enfin postuler à la NPE et faire tous les trucs que j'avais pas eu le temps de faire depuis mon arrivée, rater mon permis, essayer de deviner le code Wi-Fi de mes voisins, regarder les Sopranos depuis le temps qu'on m'en parlait, explorer le milieu gay, tomber amoureux d'un hétéro. Fais pas gaffe à la déviation, continue sur la départementale direction Beaupro. Et donc, à la fin de mes allocs, comme je sais, j'ai fait la plonge sur un paquebot de croisière Roscoff Cork. Je vous raconte pas les cuites en Irlande, où j'ai rencontré Martin, un barman avec qui je suis resté pendant plus d'1 an avant de revenir sur Terre. La NPE s'appelait désormais Pôle emploi. Pas vu la différence, juste pris la thune. Enfin pu regarder Mad Men depuis le temps qu'on m'en parlait. Enfin pu acheter mon premier smartphone, la première appli que j'ai installée. C'était pour rencontrer des mecs près de chez vous. Et après plusieurs plans cul, j'ai rencontré Guillaume. Et là, pour le coup, c'est une longue histoire, mais nous voilà déjà au Super U de Saint-Macaire. Alors je résume. 2017, 2018, 2019, galère pour retrouver du taf. Peine de cœur à cause de Guillaume, un poloco qui augmente à cause de l'arrivée en masse des Parisiens, interdiction bancaire à cause de mauvais investissements. Bref, jamais ma faute. À part peut-être la vitrine de l'agence que je voulais vraiment défoncer. Et en quittant Rennes tout à l'heure, j'ai versé une larme. Adieu, capitale des assoiffés insomniaques et musiciens. Adieu, cité d'adoption qui m'a offert la pire des éducations avant de me renvoyer à la case départ et que tête basse, je retourne à Cholet. La case départ, vous pouvez me laisser sur le parking de Carrefour. Merci et bonne année. Ouais, on s'arrête là. Merci, Antoine. Parfait. Et on sent le rythme, en effet, du texte et de la langue. Et vous le lisez si bien qu'en effet, on pense aussi à cette question du théâtre. Et je suis persuadé que Sandra va poser cette question. Pas du tout. Non, bonsoir. Bonsoir. D'abord, non, je laisserai cette question à d'autres. Je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui veulent la poser. Non, c'était une question par rapport à Cholet, dont vous parliez quand même beaucoup tout à l'heure. Avant ça, avant de poser ma question, je voulais vous remercier pour d'avoir lu l'Incipit parce que et d'avoir poursuivi parce que ce passage-là. Enfin, je l'ai trouvé. Enfin, franchement, ça capte tout de suite l'attention et moi, ça m'a complètement poussé, comme Estelle le disait tout à l'heure, voilà, on est embarqué avec Elliot tout de suite et on a vraiment envie de continuer. Et alors l'entente de votre voix, c'était encore mieux, encore meilleur. Donc merci. Merci.
Et donc ma question sur Cholet, puisque vous disiez que vous aviez été très longtemps fâché avec Cholet, je voulais savoir si l'écriture de ce roman soit était une manière où vous a permis de vous réconcilier avec Cholet, vous en rapprocher un peu, ou est-ce que ça a entériné définitivement le divorce avec cette ville? Merci pour votre retour et votre question. Moi, il n'y a pas de divorce avec Cholet pour moi, il n'y en a jamais eu. C'est impossible. J'ai ma famille vit là-bas, ma mère vit là-bas et mon beau-père, je vais leur rendre visite régulièrement. Donc, je suis pas. Alors, en effet, oui, j'ai essayé d'en partir et puis j'ai aucune intention d'y revenir habiter, ça c'est certain. Euh, mais j'ai un regard. J'étais assez étonné. Il y a un libraire de Cholet qui nous a fait remarquer que c'était un roman qui donnait une mauvaise image de la ville. Je suis pas certain, en fait. Déjà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de romans qui parlent de la ville. Et puis ensuite, j'ai essayé d'être assez juste. Et puis, je suis du point de vue de mes personnages, hein. Je pense que si j'avais fait un roman dont le personnage principal était Gilles Bourdoulex, peut-être que tout aurait été mieux à Cholet, de son point de vue. Mais voilà, non, je suis content en tout cas d'avoir pu le capturer sous forme de livre, sous forme de littérature. Cette ville que je connais bien, puis tout ce qu'il y a autour, les petits bleds qu'il y a autour, que ce soit Trémentine, La Séguinière, Saint-Macaire en Mauges. Rien que de pouvoir mettre le mot Saint-Macaire en Mauges, noir sur blanc, dans un livre qui sort en librairie, ça me fait rigoler. C'est assez chouette. Ce sont des lieux qui existent. Bon, voilà, je les connais bien. D'autres les connaissent différemment ou mieux, mais je pense que c'est assez juste de mon expérience. Et puis, c'est très précis aussi dans les, dans la manière dans un peu l'esprit de la ville. Euh, et des fois, ça peut être un peu critique, mais voilà, genre, je suis critique sur des institutions et rarement sur des personnes ou rarement sur des lieux. Un lieu, finalement, on en fait ce qu'on veut. Voilà, moi, quand je suis un peu plus critique envers Cholet, c'est plus soit de point de vue de personnage qui aimerait être ailleurs, ce qu'on peut entendre, soit parce que je parle en effet d'un maire voilà, j'aurais été, là où j'aurais été malhonnête, c'était de vous dire du bien de lui, quoi. Et on conseille donc à ce libraire de relire le livre. Pour- Non, mais justement, j'ai hâte parce que après, c'est bien d'avoir ce genre de retour. Moi, je vais le rencontrer, puis je vais aller à Cholet. J'ai hâte d'aller à Cholet, justement, en librairie, déjà parce qu'il y aura la famille, et puis ensuite parce que j'ai hâte d'avoir l'avis des Choletais sur le livre. Et puis, chaque habitant de Cholet ne peut pas avoir la même opinion sur sa ville. Et de plus, vous parlez de cette zone industrielle en grande partie et non pas de Cholet de manière générale ou sur les Choletais. J'ai pas eu l'impression que ce soit un portrait au vitriol des habitants de Cholet. En tout cas, ça ne m'a pas du tout sauté aux yeux. Agnès. Bonsoir Antoine, bonsoir Estelle et Claire. Moi j'ai deux questions. La première, ça a été un petit peu évoqué dans le chat. J'ai malheureusement pas encore lu le livre, mais de ce que j'entends de ce premier extrait que vous avez lu, je trouve qu'il y a vraiment un rythme incroyable. Et je voulais savoir si vous avez déjà ou si vous envisagez de porter ce texte ou d'autres sur scène sous forme de slam par exemple. Et puis après j'ai une autre question. Bonsoir. Alors, c'est marrant, c'est que j'y avais pas pensé. Et puis, il se trouve que dans le bar où je travaille, on organise une fois par mois des rencontres poésie islam, auxquelles moi je participe pas. Je suis derrière le bar, je sers les gens. Mais il s'est trouvé qu'il y en a eu une au mois de juillet où je revenais juste d'avoir le bouquin dans les premiers exemplaires dans les mains. Et je l'avais là, et puis il y a deux, trois potes qui participaient, qui lisaient des slams ou de la poésie. Je me suis, à un moment, il y avait un trou, ils ne savaient plus quoi raconter. J'ai dit, bah, puis j'avais pas beaucoup de clients. Je me dis, tiens, je vais vous lire ce que je vous ai lu là, d'ailleurs, qui est quand même peut-être le passage qui s'y prête le plus, parce qu'après, vous verrez que c'est un passage à la première personne, mais après, c'est peut-être différent. Là, sur le coup, c'est assez trompeur, cet incipit, puisque on retrouve plus trop ce style après, même si ça donne un peu, ça lance un peu le personnage d'Eliott et tout ça. Moi, après, non, j'ai fait du théâtre il y a longtemps, j'ai fait du conservatoire, tout ça, mais aujourd'hui, non, j'aurais pas envie. Par contre, je serais très intéressé de voir des gens le faire. Ça, c'est certain. On est toujours heureux quand on écrit d'avoir des. Je sais que pour Home Sweet Home, qu'on avait écrit avec Alice, il y avait eu deux adaptations de lecture et théâtrale, et c'est que du bonheur d'entendre son texte dans la voix de comédien ou comédienne, donc pourquoi pas.
Merci. Et puis moi, j'avais une deuxième question en termes de parenté, un peu de famille littéraire. L'an dernier, on a vu sortir En salle de Claire Baglin. En 2014, on a vu Annie Ernaux parler du supermarché de sa région avec Regarde les lumières, mon amour. Euh, il y a quelques romans comme ça ou témoignages qui parlent de cette condition de ces zones périphériques à la périphérie des grandes ou des petites villes et de la vie des gens qui y travaillent ou qui y vivent. Est-ce que vous sentez une parenté particulière avec certains de ces écrivains et pourquoi? Et je rajouterais peut-être Debout payé de Gauze, Oui, Ah bah, que j'ai pas encore lu pour le coup. qui est cité dans le livre, alors qui n'est pas Et cité en... évidemment, Timothée de Meyers avec Jusqu'à la bête qu'on a reçu il y euh, a l'an dernier. je, j'ai une familiarité. Le seul livre que j'ai lu dans cette liste, c'est Payé debout. Debout payé. Ben, je suis très mauvais avec les titres. Que je cite d'ailleurs dans le livre. En tout cas, il m'a permis, notamment pour le personnage de William, qui est vigile dans le supermarché. Les autres, je les ai pas lus. Je crois avoir entendu parler d'Annie Arnaud, mais j'ai pas lu les autres. Euh, non, ce qui m'a inspiré, c'est vrai que je lis rarement. J'ai essayé de pas trop lire de romans qui se passent dans les supermarchés ou dans des zones commerciales. Euh, je serais curieux. Maintenant, j'ai envie de les lire. Maintenant, je vais noter ça parce que maintenant, j'ai envie de les lire. Euh, Parce que ouais, je fonctionne pas comme ça. Je vais plutôt essayer de lire des romans qui vont m'aider pour le style. Et en général, au niveau parenté, moi, bon, je me réclame de l'école Jean Echnoz. Hein, c'est mon auteur préféré français. Et, et puis de François Bégodeau aussi. Je pense que la lecture d'Anguère m'a beaucoup aidé aussi pour le, pour le roman. Il se trouve justement qu'en plus, il sort aussi à la rentrée littéraire un livre qui se passe dans le Maine-et-Loire. Et lui, il est originaire de Vendée, donc on est assez voisins déjà de base. Donc voilà, mais je serais friand de lire d'autant plus, de me renseigner. Moi, j'ai beaucoup lu par contre des comptes rendus de réunions syndicales, comment dire, des interviews de managers, ouais, de l'histoire de Cholet, des choses comme ça. Enfin, j'ai lu beaucoup de matière de recherche, peu de romans. J'essaie d'être assez vierge de ça quand je me lance là, dans un projet comme ça. Mais merci pour les suggestions. Oui, c'était plus une question sur la parenté littéraire que sur la documentation pour le roman. Ouais. Et merci beaucoup. Mais voilà, en tout cas, mes influences de manière générale, pour ce qui est de l'écriture sur le réel et ce qui est pour du rythme, c'est Schnoz et Bégodeau, voilà, en France. Merci. Je reviens sur le côté engagé parce qu'il y a quelque chose aussi que vous citez et qui est très intéressant. Je n'avais j'ai encore jamais vu ça. C'est que vous citez les chiffres d'affaires de chaque entreprise que vous mettez en avant. Les chiffres d'affaires ou les dividendes, ou en tout cas, chaque entreprise que vous citez, il y a le fait de contextualiser aussi les bénéfices qu'elles font sur le dos des salariés, entre guillemets. Je mets bien entre guillemets, même si la plupart du temps, c'est le cas, mais quand même, ce n'est pas toujours le cas. C'est une volonté forte aussi pour vous de mettre ces chiffres, qui ne sont pas anodins, évidemment. Oui, je tenais à les mettre euh, parce que c'est vrai que quand on toutes les entreprises qui forment la galerie commerciale de Carrefour, et Carrefour en étant la première, euh, sont des personnages du roman. Et voilà, en général, de manière très classique, on peut. Moi, je suis pas un grand fan des adjectifs. C'est pour ça d'ailleurs je fais une longue liste d'adjectifs qui sont marqués sur la page de l'entrée de Carrefour au début du roman. Mais j'aime pas dire bon, tel personnage arrive, il est petit, il est grand, et machin. Je suis pas très à l'aise avec ça. Mais c'est quand même utile d'avoir quelques infos sur un personnage quand il arrive dans le roman. Et là, sur ces personnages-là, bah, l'info cruciale, c'est en effet les chiffres d'affaires. Et de temps en temps aussi des histoires de rachat. Je fais notamment sur Nose. Alors, je sais pas s'il y a des Nose ailleurs. Je sais il y en a, vous connaissez peut-être cette enseigne, une enseigne de discount. Je trouve ça intéressant de dire leur chiffre d'affaires et puis de voir comment ils opèrent, voir quels ont été leurs problèmes en justice. Même chose pour Jiffy, etc. Parce que ça, comme tu dis, c'est de la contextualisation et puis ça, je le fais pas, j'essaie de le faire sans que ça soit sanctimonieux ou de toute façon, c'est des infos qui sont facilement trouvables.
Juste, je trouve qu'on a tendance à oublier ça. Je pense que n'importe quel journaliste qui parle d'une marque devrait toujours rappeler ces faits-là. Euh, et moi, en tant qu'auteur, j'ai voulu le faire de manière un peu documentaire, un peu journalistique. Parfait. Alors avant que Sandra ne pose une question, je vais lancer l'interview tu préfères. Donc c'est très simple, je vous donne deux propositions, Antoine, et vous choisissez laquelle en argumentant ou pas, ça dépend. Évidemment, tout ce que je vais dire est issu du roman. Ce sont parfois des petites anecdotes, des petites choses, pour dédramatiser la situation aussi, hein, et pour donner le sourire, parce que le livre est très drôle aussi. Ok. Euh, Et vous avez derrière, c'est mon chat qui miaule, hein. Vous essayerez de l'ignorer, je ne sais pas quoi faire. si jamais vous avez besoin d'un joker, et ce sera le joker du chat. C'est très bien. Ok. Alors, tu préfères, Antoine, Carrefour ou Continent? Ni l'un ni l'autre. Marc Lévy, Guillaume Musso ou Bernard Werber? Euh, j'ai jamais vraiment lu en entier un roman de Lévi ou de Musso. J'ai lu un peu de Werber. Je dirais peut-être Werber, Les Fourmis. Je crois que j'aimais bien quand j'étais ado. Enfin, j'ai jamais fini en fait. C'est pas Parce que sinon je vais répondre aucun des trois encore et ce serait pas original. Les Sopranos ou Mad Men? C'est tout bêtement mes deux séries favorites, mais je dirais Les Sopranos. Rennes ou Cholet? Rennes. Ah oui. Ouais. Ça dépend pourquoi. Mais en tout cas, c'est la ville où j'habite et c'est la ville où je me sens le mieux. Ok. Jeune Blanc-bec, vachement gauchiste ou homo bobo? Le premier, je pense. Mais le jeune homo vaguement gauchiste. Ranger I comme intrépide ou B comme bonheur? Intrépide. Magnette cordon bleu le Gaulois ou calendrier des pompiers? Ah, ça dépend quel genre de calendrier des pompiers. Non, les magnettes le gaulois, j'en ai là devant moi sur mon frigo. Un anniversaire chez Flunch ou chez McDo? Pour avoir fait les deux, flunch. En fait, pour avoir fait depuis autre chose, je dirais Buffalo Grill. C'est fou parce qu'on a tous vraiment les mêmes enfances. C'est terrible. Ah, moi, c'était l'année dernière, mais oui, oui. La, la forfouille ou Nose? Nose. Zazie ou jouer aux Sims? Jouer aux Sims. Cholet demain ou Cholet autrement? Cholet autrement. Pyjama Simba ou chaussons Bart Simpson? Bah, je pense les deux, ça fait un super look. L'un avec l'autre, ça fait un super look. C'était hier aussi? Non, mais j'ai eu des chaussons, j'ai eu des chaussons Homer Simpson et ouais, j'ai eu un peu de tout ça, ouais. Alors celui-là, il est très dur à prononcer, mais je vais essayer de le dire. Ce sont deux enseignes de coiffeurs que vous citez, donc au jeu de mots très particulier. Donc il va falloir choisir, même si dans le roman vous dites que c'est un match nul, il va falloir choisir, Antoine. Coloc at R ou diminue TIF. Moi, je préfère encore mieux le colocataire parce que le diminutif, il est bien, mais ça fait presque sens parce qu'on diminue les tifs. Alors que le colocataire, c'est vraiment juste pour le jeu de mots, ça n'a rien à voir avec le. Alors, vraiment que ce soit deux colocataires qui tiennent la boutique, je sais pas, mais je lui donne 10 sur 10. Je choisis colocataire. On est d'accord. Et la dernière, Billy Elliot ou Lulu la Rouge. Ah, bah, je peux pas choisir. D'ailleurs, ça a été bien tout mon défi dans le roman, c'est d'essayer de leur donner à Elliot et à Lulu autant de place et autant de temps d'antenne. Donc, je peux pas choisir. Je les aime beaucoup et je pense qu'ils sont bien complémentaires comme personnages principaux. Merci Antoine pour cette interview. Tu préfères. Alors Sandra, c'est à toi. Oui, au-delà de l'aspect documenté, presque documentaire, parfois hein, sur la politique, les discours, euh, les centres commerciaux, etc. Il y a aussi beaucoup de références culturelles en fait dans votre roman.
Euh, alors moi, je me suis demandé si... Alors, la réponse est peut-être dans la question, mais bref. Euh, est-ce que c'était pour vous amuser, vous, à la fois? Est-ce que c'était aussi pour amuser le lecteur? Est-ce que c'était aussi nécessaire peut-être pour asseoir une certaine vérité, une certaine réalité aussi? Voilà, ma question tourne autour de toutes ces références qui sont à la fois des références de littérature commerciale, on va dire, des références musicales, puisqu'il y a aussi alors il y a aussi une playlist à la fin, mais il y a aussi beaucoup de références musicales dans le roman. Voilà, pour aussi un petit peu guider ceux qui n'ont pas encore lu, etc. Parce qu'il y a plein d'autres références. Oui, bah, mon but, c'était vraiment, pour le coup, en insérant ces références, d'ancrer vraiment le roman dans un réel très précis, dans un... les chansons qu'on entend dans le livre sont des chansons qu'on peut entendre à la radio, dans des radios commerciales ou dans des bus ou, bah, et dans les haut-parleurs de Carrefour. C'est pas en général l'album de l'année de Télérama qui passe, c'est plus, voilà, c'est Zazie, par exemple, qui est cité, ou d'autres. Et ce qui passe à la télé aussi, c'était pour vraiment être au plus près du réel, tellement près du réel que s'il y a un chapitre qui se passe tel jour en 2021, en 2020, et qu'un des personnages va voir telle chose à la télé, vous pouvez être sûr que c'est vraiment ce qui est passé à cette heure-là à la télé. J'ai été faire mes recherches, je sais pas, quand ils regardent des Julien Courbet, des machins, arnaques sur truc, j'étais vraiment chercher ce qui passait ce jour-là. À un moment, je débute un roman, je crois qu'il y a quasiment une demi-page où je reprends une publicité de Carrefour pour les fêtes, un joli petit court-métrage. Et ça c'est tout comme les discours politiques et les éphémérides, ça participe à l'authenticité, je pense, de la description du quotidien des personnages, et notamment à Cholet, euh, et puis aussi d'une classe sociale, hein, tout simplement, qui est la mienne aussi. Et il n'y a aucune référence qui est là pour faire le malin. Au contraire, c'est, c'est des références qui, je pense, apportent quelque chose. Et pour la musique, c'est marrant parce que quand Estelle et Claire m'ont demandé, comme aux autres auteurs de Asphalt, de faire une playlist à la fin, j'étais un peu embêté parce que j'ai sorti avant un roman qui s'appelle Stéréo, qui parle que de musique, enfin, dont le sujet principal est la musique. On m'a pas demandé de faire une playlist, alors j'en voulais en faire une. Et là où la musique est pas du tout présente dans la vie des personnages, on me demande d'en faire une. Donc j'ai un peu galéré au début, puis je me suis dit pareil. Pour le coup, là, je cherchais plutôt des groupes et des artistes et des chansons qui reflètent l'état d'esprit des personnages et puis et de la région, et voilà. Et c'est toujours le petit plus des éditions Asphalt avec cette playlist. Là, vous aurez la chance d'écouter les Clash, Renaud, Philippe Catherine ou les Vampas. Mais c'est vrai que la playlist, ça donne aussi un petit peu de sel et ça donne le programme à venir quand vous lisez un roman. D'avoir une playlist, je trouve toujours l'idée aussi géniale. Et de l'ajouter justement sur le rabat de la quatrième. C'est une excellente nouvelle. J'aimerais qu'on revienne sur deux personnages qui m'ont particulièrement ému, c'est Josie et Anthony. Et ce n'est pas parce qu'il a le même prénom que moi. Mais je trouve que là aussi où vous excellez, c'est dans ces deux personnages-là et d'autres, mais ces personnages qu'on ne peut pas appeler secondaires, mais qui sont là sans être là, qui n'ont pas forcément un rôle très important, mais qui débutent des chapitres souvent, avec Anthony qui a connu l'amour avec sa collègue, qui préfère bosser chez Carrefour parce qu'il n'a pas forcément le choix, et Josie, cette femme de ménage présente depuis si longtemps dans l'entreprise. Ces personnages-là, j'imagine, parfois c'est peut-être des références pour vous, c'est peut-être des gens que vous avez pu connaître ou des parcours de vie que vous avez pu connaître. À mon sens, ils sont tout aussi importants que les personnages principaux. Bah oui, je voulais vraiment, je pense que l'atout d'un roman choral, je crois on dit, c'est d'avoir autant de, de personnages, et puis en plus l'atout d'avoir un huis clos dans une galerie où évidemment c'est peuplé de personnages. Vous allez dans une galerie demain, vous verrez, je ne sais pas combien de salariés, donc potentiellement d'histoires à raconter. Et le but c'était vraiment d'essayer de je pouvais pas tout raconter avec Lulu et Elliot. Je voulais aussi les entourer, voir la spécificité. euh, Parce une fois qu'on est dans la classe des travailleurs et une fois qu'on est dans le monde du travail, il y a plein de mini-histoires et plein de
euh, systèmes de domination ou de problématiques différentes. Et ça dépend de l'âge aussi. Le personnage de Josie qui travaille presque jusqu'à son épuisé, qui voit la retraite s'éloigner. Bon, c'est un personnage je pense, qui surprendra personne. Je pense qu'on a évoqué pas mal ce genre de profil quand il était question de la réforme des retraites. Euh, moi, je vais réformer mon chat, surtout, là. Euh, donc, excusez-moi, je peux juste 20 secondes, Oui, oui, 10 secondes. allez-y. Merci. Et je vous cite un extrait particulièrement intéressant aussi au tout début du livre, je ne spoile rien, promis, où c'est tout simplement Lulu qui, en pleine période de Covid, où on parle évidemment de Covid, on parle du virus qui arrive, et évidemment, ces personnes-là, comme Lulu et d'autres travailleurs, n'ont pas du tout le Covid en tête, elles ont évidemment d'autres perspectives. Et je vous cite donc, page 32, Lulu a des soucis plus urgents que l'apocalypse. Ni Trump ni les hackers n'ont dû passer leur matinée à scanner des frangipanes industriels, et ils n'iront pas non plus sacrifier leur après-midi dans un EHPAD à Trémentine. Alors elle règle son café et laisse le sort du monde aux mains des grands penseurs du comptoir. Elle est extrêmement forte, cette phrase aussi, parce que c'est vrai, euh, quand il y a une crise, la plupart des travailleurs, de ceux qui ont un salaire minimum, un salaire très faible, ne pensent pas forcément aux conséquences d'une crise et ont d'autres soucis à gérer. Et je trouve que la phrase résume parfaitement ce que vous vouliez évoquer. Ouais. Euh, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Antoine, mais... Non, oui, sur les personnages secondaires, du coup, oui, c'est plein de mini tranches de vie que j'essayais et que certains que je fais plus vite que d'autres, et puis d'autres, parfois devaient apparaître moins, puis finissent par venir des personnages plus récurrents. Et je pense que je devais ça, je devais ça dans ma description du réel, de faire ces mini personnages, et puis en plus, en effet, certains sont inspirés d'expériences qui sont très, très proches et qui sont des témoignages de gens soit que j'ai connus, soit que j'ai rencontrés durant mes recherches. Et alors, pour finir, ma dernière question, c'est tout simplement sur le devenir de ces personnages-là, puisque chaque personnage aurait pu être le personnage principal d'un roman ou d'une nouvelle, en tout cas. Qu'est-ce qu'il va advenir de ces personnages-là? Puisque, vous l'avez dit tout à l'heure, la fin est ouverte sur beaucoup de sujets, est-ce qu'il va advenir quelque chose de ces personnages-là? Et qu'est-ce que vous préparez, s'il y a préparation de quelque chose en ce moment? Sur un prochain roman, un prochain ouvrage ou un ouvrage en collaboration, peu importe, mais quel est l'avenir d'Antoine Filias? L'avenir, c'est qu'après cette rencontre, je vais aller bosser. Euh, et sinon, au niveau du roman, moi, j'ai terminé un roman en fin d'année dernière qui n'a rien à voir, qui est inspiré d'un fait divers et qui parle c'est vraiment sur la condition, sur la cause animale. C'est sur des wallabies, une sorte de petits kangourous qui se retrouvent, c'est une histoire vraie, qui se sont retrouvés dans un château dans les Yvelines, parce qu'un riche propriétaire exposait des wallabies comme ça dans son jardin pour faire plaisir à ses invités, qu'il avait été chopé dans un zoo en Suisse, que le zoo en Suisse avait été chopé en Nouvelle-Zélande. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 70, il y a eu un grand orage et que le mur du château s'est effondré, les wallabies sont échappés. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans les Yvelines et dans les forêts alentours et sur les bords d'autoroute avec une énorme population de wallabies. Et ça a perduré jusqu'à très récemment. Aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus parce qu'il y a eu de la chasse, parce qu'il y a eu des safaris qui les ont kidnappés ou des ventes sur le bon coin d'animaux, etc. J'ai fait une enquête là-dessus, j'en ai fait un roman raconté du point de vue d'un wallaby qui raconte toute l'épopée des wallabies des Yvelines. Donc ça, voilà. Je pense que ce sera peut-être le prochain roman si je peux le publier. Et puis, ce qui s'agit des personnages de Plexiglas, il se trouve que j'ai commencé à travailler cet été sur une suite qui n'est pas vraiment une suite, mais disons qui pourrait se lire sans avoir lu Plexiglas. Mais on retrouve les deux personnages principaux de Plexiglas durant l'été 2023. Sur la côte vendéenne, au camping. Donc, plus l'univers du camping et voilà, je peux pas en dire beaucoup plus, mais j'ai fait tout mon travail de recherche là et je commence bientôt l'écriture. Donc voilà. Parfait, parfait. Ben, j'ai bien fait de poser la question.
Super. Et il y avait évidemment un tirage au sort pour savoir qui allait gagner le roman d'Antoine Filias, et c'est Émilie qui gagne ce roman-là. Voilà, donc tu le recevras prochainement. N'hésite pas à m'envoyer ton adresse mail, ton adresse postale, parce qu'avec l'adresse mail, ça risque de pas d'arriver. Mais voilà, Émilie, bravo. Merci, merci à tous les trois, Antoine, Claire, Estelle. Merci pour votre temps, merci pour vos réponses, vos discours. Et évidemment, on souhaite le meilleur à Plexiglas qui est sorti il y a peu. Et j'espère qu'il aura un brillant avenir parce qu'en effet, il est tellement différent de tous les autres, des 489 autres, ou à peu près, autres livres de la rentrée littéraire. Et je vous souhaite le meilleur, Antoine, et évidemment à Asphalt aussi. Donc merci à tous les trois. Merci. Bah, merci Anthony pour l'invitation et merci aux personnes présentes ce soir. Ça fait plaisir. Et puis ça fait plaisir d'avoir un format où on peut parler longuement et parler aussi de style, d'écriture. Ça, c'est assez rare. Donc, j'apprécie toujours la rencontre en librairie, mais on a souvent peu de temps. Là, on a eu du temps. Merci, c'est cool d'avoir pu participer. Merci, Antoine. Merci. Au Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. À bientôt. Et on se retrouve dimanche avec une rencontre double avec Anouk Leitchik et Michel Cohen aux éditions du Penseur. Au revoir tout le monde.